Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle investigation, c'est la 61e, avec une investigation comme à chaque fois imposée par, l'académie de Calogero Griffiths. Bonjour Patricia, Bonjour Fabrice. et pris d'un fou rire ce matin. Voilà et donc nous allons travailler, le thème vous ne le connaissez pas encore et Alors c'est pas faute d'avoir essayé, mais vous êtes une tombe, donc je ne sais pas. très bien. Et donc, bah, vous allez voir que c'est assez particulier aussi, comme à chaque fois. Voilà, merci encore une fois pour toutes vos critiques, vos commentaires et puis, toutes ces vues que nous découvrons au fur et à mesure sur la team Griffasi, enfin sur l'académie. Voilà, je vous souhaite de découvrir une super séance. Je pense qu'il y a des choses qui vont être dites et qui resteront vraiment peut-être, en tout cas qui vont aller dans une clarté. C'est ce que nous allons chercher. Ça y est, bon, vous êtes prête, Patricia? Dès que vous êtes prête, eh bien, vous pourrez me le faire savoir. Et ensuite, ouf, on va pouvoir y aller. Alors, je suis prête. Allez, on va fermer les yeux tranquillement. On va prendre une grande respiration. Voilà, et quand vous allez, je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, on va pouvoir descendre dans un état modifié encore plus profond. Avec le 1, ça descend de plus en plus. Avec le 2, encore plus profondément. Très bien. Et avec le 3, et on descend. Et pendant que vous descendez tranquillement dans cet état de bien-être, nous sommes dans le cadre de cette nouvelle investigation, la 61e, avec un thème qui va être et qui va traiter du manuscrit de Voynich. Et ce manuscrit de Voynich, ou code illustré Voynich, on va se connecter dans quelques instants à ce manuscrit ou à ce code illustré Voynich. Et vous allez me dire, Patricia, ce que vous ressentez ou ce que vous percevez. Et à 3, on se connecte au manuscrit de Voynich. 1, 2 et 3. Mmh, j'entends, histoire du monde, Mhm. création, hypothèse. Hypothèse, création. D'accord. Laissez venir les images, les informations. Mmh, pas des images, d'oiseaux. Mhm. Non, pas d'oiseaux, de masques, on dirait des masques vénitiens. Est-ce que ça a un rapport avec l'Italie? Je vois des oiseaux. On va observer, Patricia, une page du manuscrit de Voynich par rapport au plan métaphysique. Et qu'est-ce que vous pouvez déchiffrer? Est-ce que vous pouvez déchiffrer son contenu? Là, je vois, de l'eau, donc je dirais un océan et des oiseaux. D'accord. Ok. Très bien. D'autres informations? Des survivants Des survivants. ou des colonisateurs. D'accord. Alors, dans quelques instants, je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, vous resterez dans cet état très profond, très agréable, un état d'hypnose, et vous ouvrirez les yeux et vous regarderez votre écran. Et juste derrière moi, il y a des écritures qui font partie de ce manuscrit de Voynich. Et je vous demanderai juste de les observer, ces écritures, quelques instants. Vous ouvrirez les yeux à 3 seulement. Et vous pourrez ensuite refermer les yeux tranquillement. Et on va se connecter à l'image et vous pourrez vous connecter peut-être à la signification.
Si tant est, vous avez des informations qui se profilent. Et à 3, vous restez dans cet état de bien-être, vous ouvrirez les yeux et vous verrez ces écritures et ces symboles. Pendant quelques secondes, je vous ferai défiler quelques images de ce manuscrit et vous pourrez replonger tranquillement à 3 et pouvoir m'en dire plus, nous en dire plus sur ce manuscrit. Attention, 1, 2 et 3. Regardez, ouvrez les yeux et regardez votre écran. Regardez ces écritures. Il y en a une autre qui va apparaître. Encore une autre. Une autre. Concentrez-vous sur les écritures. Regardez comment les lettres apparaissent. Très bien. Et à 3, quand vous aurez suffisamment d'informations, vous pourrez redescendre dans cet état de bien-être. 1, 2 et 3. Très bien. Allez, connectez-vous à ces écritures maintenant et dites-moi ce que vous percevez, ce que vous pouvez ressentir. Je vois toujours la mer. Mhm, Et un mot qui vient, c'est Atlantide. mhm. D'accord. Un autre mot sumérien. Mhm, C'est comme si c'était ce que je perçois ou ce que comment ça s'appelle? Euh, Comme si c'était la sauvegarde de Noé avec un peuple ou des animaux. Comme si c'était l'histoire d'un peuple disparu. mhm. Comme si c'était l'histoire d'un sauvetage, peut-être. Ce manuscrit serait le ramassis ou en tout cas le récit de ça, Oui. du début à la fin, ou ça raconte autre chose? Je pense que c'est l'histoire du monde. Mhm. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez vu ces images? La Ou une de création. ces... La création? Ouais. C'est Est-ce que vous avez reconnu l'écriture? Ou une écriture? chaque fois que j'ai pu regarder, le mot qui me venait à l'esprit, c'est sumérien. Super. Et comme si c'était le récit de la création de la Terre. Comme si quelqu'un avait écrit le livre de la vie de la Terre, le livre de la construction de la Terre. Mhm. Est-ce que vous avez... Construction des océans, Construction des océans. des animaux, des gens. Mhm. Je- J'aurais tendance à dire que c'est un manuscrit qui pourrait ressembler un peu à la Bible, mais sur l'histoire de la création du monde. Par quelqu'un. Et ce quelqu'un? Je sais pas qui c'est. Mhm. C'est comme si c'était une biographie, en fait. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. C'est comme si celui qui l'avait écrit avait raconté
la bibliographie d'une personne qui serait responsable de la création du monde, de notre planète. Mhm. Voilà ce que je perçois. D'accord. Et dans ce livre, dans ce manuscrit, on y trouve des similitudes avec la Bible, Des similitudes avec la Bible. avant Jésus-Christ. D'accord. Et quand est-ce qu'il aurait été élaboré, ce manuscrit, en fait? Moins 1880. Moins 1880. Oui. Avant Jésus-Christ. D'accord. Et qui l'aurait créé? Le manuscrit. Mhm. Physiquement parlant, il ressemble à Thomas Edison. Donc un vieux monsieur. Peut-être Thomas Edison. Celui qui a créé le manuscrit, ce serait Thomas? Non. J'ai dit qu'il ressemblait physiquement à Thomas Edison. Ah, pardon. Je dirais que c'est un grec qui l'aurait écrit. Ou en Grèce, je sais pas trop. En fait. Quand? Toujours moins 880, c'est ça? Moins 1880. 1880. Ouais. Ah, 1800, pas 800. Non, moins 1880. Ok. J'entends Péloponnèse. Péloponnèse. Dans le but de quoi, en fait? De faire quoi? De dire quoi? Puisque ce sont des écritures un peu particulières. Laisser une trace dans l'histoire, Mhm. mais qui n'est pas compréhensible par le commun des mortels. C'est comme si le dieu de l'époque lui avait soumis l'idée et comme si il avait tout noté en script, en sténo, je sais pas. À ce jour, C'est comme si c'était le script d'un dieu qui racontait l'histoire de son maître. d'accord, Est-ce que je comprends? très bien. À ce jour, on n'arrive pas encore aujourd'hui, du moins on cherche, hein, à traduire en fait cette écriture et on se demande dans quelle langue elle a été rédigée. Est-ce que vous avez une information là-dessus? Je vous ai parlé d'Atlantide tout à l'heure car c'est un mot que j'ai vu dans l'écriture. D'accord. Une écriture. J'ai vu le mot 7, donc je pense que si j'en déduis, j'ai vu 7, un mot, un autre mot et Atlantide. Mhm. Et le mot qui me vient, c'est cette île et l'Atlantide. D'accord. Y avait-il une utilité pratique à ce manuscrit ou pas? Et si oui, laquelle? Mais c'est comme une sauvegarde. D'accord. C'est comme un disque mis un historique. C'est comme un livre de recettes de fabrication. D'accord. Alors, dans ce manuscrit, ce manuel de Voynich, il n'y a aucunement une représentation dans son remplissage, ni d'erreur. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de correction, ni de doute, ni de notes ajoutées qui sont pourtant caractéristiques au manuscrit. Pourquoi? Parce que c'est comme si son Dieu, son maître, lui avait pris la main et qu'il avait écrit à sa place. Mhm. C'est comme s'il était juste la main qui écrit. Mais qu'une fois terminé, il n'a jamais pu déchiffrer ce qu'il avait écrit. Puisqu'on peut considérer qu'il était dans un état modifié. Est-ce qu'on peut faire quelque chose, Patricia, avec la possibilité d'aller se connecter à son Dieu et d'aller vérifier l'ADN de son Dieu? Ça serait intéressant quand même.
À 3, on va se connecter à son Dieu. 1, 2 et 3. Décrivez ce que vous voyez. C'est assez drôle parce que ce qu'on me montre, je dirais, ou ce que je perçois, c'est une image d'un Dieu assis sur un trône, un Dieu très grand, Mhm. avec une espèce de sceptre dans la main, comme la représentation qu'on peut avoir de Zeus, avec un grand trident dans les mains, un mélange de Zeus et de Neptune, je ne sais pas comment il s'appelle. Mhm. On peut aller parler avec eux? Pourquoi pas? Allez, Oui. on y va. 1, 2. On va leur demander l'autorisation. À qui on va parler, le premier? Mais ils se Zeus? disputent. Allez, on en choisit un des deux. Ouais. Allez, demandez à ce que Zeus vienne vous voir. C'est vous qui êtes le créateur. Il a dit d'accord. Allez, faites-le venir devant vous. Zeus, tu m'entends? Bah oui. Oui. Bon. Alors comme ça, tu es à la base de ce manuscrit? C'est une évidence. De Voynich, pourquoi? Alors qu'est-ce qu'il y a? C'est dans quelle écriture? L'objectif c'est quoi en fait? Puisqu'on n'arrive pas à lire, à traduire. C'est pas pour que vous lisiez. C'est pour nous souvenir, nous, de ce qu'on a fait. Et puis? C'est pour laisser un héritage Mhm. à celui qui sera assez doué pour le lire. Est-ce que quelqu'un aujourd'hui a réussi à le traduire? À ce jour, nous sommes en 2020. Non. Est-ce que quelqu'un va réussir à le traduire? Ou à le lire? On verra. Mais pour l'instant, Et c'est pourquoi non. avoir cherché à maquiller cette écriture alors que l'information, ça serait quand même beaucoup plus simple de la faire passer? Parce que c'est un jeu. C'est un jeu. Et s'il y avait une information à faire passer aujourd'hui, ça serait laquelle? À l'humanité, par rapport à tout ce qui se passe? Toi, le grand Dieu? Je n'ai pas à me justifier. Je te demande pas de te justifier. Je te demande juste une information. L'Atlantide existe, mais vous ne savez pas où regarder. Je te parle pas de l'Atlantide en fait, je te parle du message à faire passer à l'humanité qui souffre aujourd'hui, qui a du mal, qui est dans la peur, qui est exploitée. C'est ça le message en fait qu'elle doit retenir? Tu m'as demandé une information, je t'en ai donné une. Très bien. Alors est-ce que tu vas me permettre de te demander une autre information? Oui. Très bien, merci. Pourquoi aujourd'hui l'humanité est dans cette peur? Il doit crouler sur cette peur et qu'on l'exploite là-dedans. Parce qu'on s'amuse avec eux. Les humains sont crédules. Et le fait de découvrir ce qui est écrit dans ce manuscrit permettrait à l'humanité de se reprendre en main ou de s'éveiller? Pour certains, Donc ça s'adresse à une élite encore. pas à une élite, à des consciences éveillées. Est-ce que je peux te poser une nouvelle question? Oui. Quelle est la différence entre une conscience normale et une conscience éveillée? La conscience normale, on les programme pour faire un travail. La conscience éveillée, c'est un humain qui pense. Ou autre chose,
Mais un humain qui pense et qui cherche, qui apprend, est une conscience éveillée. C'est une question de fréquence aussi? Bien sûr. Et toi, tu es sur quelle fréquence là? Au-dessus des 1000. Mhm. C'est inatteignable pour un humain. D'accord. Et je peux te poser une dernière question. Oui. Si on trouve à traduire le manuscrit, ou qu'on ne le trouve pas en fait, est-ce que l'humanité est vouée à son destin, ou est-ce qu'elle a un espoir de se reprendre en main et de changer sa destinée? Le manuscrit est la clé de l'humanité. Et l'humanité peut changer, mais pas tous les humains. Il y aura toujours cupidité, jalousie, avidité. L'être humain est faible, seuls certains s'en sortiront. D'accord. Donc si j'entends bien tout ce que tu nous racontes, tout ce que tu me dis, et c'est un vrai plaisir d'entendre toutes ces informations et je te remercie. Si on croit que ce manuscrit a été manipulé, traduit, transcrit, travesti, avec plusieurs formes d'écriture, connues ou inconnues, il se cache à l'intérieur de ce manuscrit, encore à ce jour, après maintes tentatives de traduire ce manuscrit, un vrai message qui Bien pourrait sûr, changer, c'est la clé. c'est la clé de l'humanité. D'accord. Donc ça veut dire que ça ne repose que sur une élite de personnes qui vont se mettre et qui cherchent encore à traduire, à essayer de décrypter, à décrypter, à décrypter, alors que le monde entier est en train de subir la peur. Exactement. C'est une épreuve à traverser. Au nom d'une petite élite qui, elle, passe son temps à chercher à comprendre et à traduire, c'est ça. Il n'y a qu'un seul ouvrage comme ça, je peux me permettre de te demander ça, à part le manuel de Voynich, ou il y en a d'autres? Il y en a d'autres. Et pourquoi tu ris? Parce qu'on a mis des pièges. Mhm. Certains n'ont pas été trouvés, ne le seront sans doute jamais. D'accord, très bien. Est-ce que l'homme a raison d'avoir peur de ces dieux? Oui, parce qu'on ne peut pas dire que nous soyons gentils, dans vos termes. D'accord. Qui est-ce que je peux te poser une toute dernière question? Après, je te laisse tranquille. C'est possible? Oui, Qui tu crains le plus? sonne. Tu crains personne? Non, Et la puissance, le tout, c'est l'infini. moi. C'est moi. Mhm. Au-dessus, il n'y a personne. Je ne rends compte à personne. D'accord. Mais tu utilises une apparence? C'est ton apparence, ça? Ou c'est un camouflage? C'est ce que je lui montre à elle. D'accord, C'est plus facile. d'accord. Ok. Écoute, merci. On aura sûrement l'occasion de se retrouver, je l'espère, au travers d'autres investigations et de questions. Il y en a tellement à poser. Et on va te laisser tranquille. Merci beaucoup. Patricia, vous vous déconnectez maintenant et vous revenez à Patricia. Ok, Patricia, on reste connecté à ce manuscrit, ça va? J'ai mal au crâne. Très bien. On va l'enlever maintenant. 1, 2 et 3. Très bien. Ok, on va laisser tout ça tranquillement. Superbe. Très bien. On a eu de belles informations. On va juste se reconnecter au manuscrit tranquillement. On a eu pas mal d'informations. Et dans quelques instants, vous avez peut-être perçu tout à l'heure, il y avait une image de femme nue qui était représentée avec des attitudes un petit peu indéfinies et immergées dans des baignoires. Alors, je ne sais pas si vous avez eu tous les éléments
ait eu l'occasion de voir tous ces détails. Mais J'ai vu, j'ai vu deux femmes, une dans une paraissait une corne d'abondance, avec une seconde qui lui tendait la main pour monter sur l'écran à gauche, à ma gauche. Comme si c'était. L'image m'a fait penser à une corne d'abondance, mais en version montgolfière, qui s'élevait dans le ciel avec la mer en dessous, comme si c'était une tentative de sauvetage. Cette image m'a fait penser effectivement à un sauvetage suite à un naufrage. Voilà. D'accord, très bien. Et puis, la dernière question, et après je vais vous laisser tranquille. La dernière question, malgré les nouvelles technologies, le manuel ou le manuscrit Voynich n'a pas été encore à ce jour, même si on a découvert il n'y a pas très longtemps, en 2011, 2020 aussi, 2019 plutôt, qu'il y aurait une similitude avec un certain latin moderne, etc. Bref, pourquoi il n'a pas été déchiffré encore à ce jour? Le mot qui arrive depuis tout à l'heure, ça aurait un rapport avec Léonard de Vinci. C'est ce que je perçois, c'est ce que on envoie à ma conscience. Je vois l'image de Léonard de Vinci et j'arrête pas d'entendre un mot qui est le Da Vinci Code. Société secrète, je sais pas. En attendant, il y a un rapport. Je pense que celui qui aurait pu et qui a certainement dû. C'est marrant parce que j'ai. Comment il s'appelait zut. Son nom m'échappe. Dites-moi, laissez venir, il va venir. Ah, ça y est, j'ai trouvé. Il y a Léonard de Vinci, mais il y en a un autre qui se juxtapose par rapport à lui. C'est Nostradamus. C'est le mot que je cherchais. Et ce qui me vient, c'est que ces prophéties n'en étaient pas vraiment. Et qu'il avait pioché ses idées dans ce fameux manuscrit ou dans un manuscrit qui pourrait être contigu, connexe à celui-ci. D'accord. Donc c'est ça. Je pense que effectivement les prophéties de Nostradamus sont tirées d'un livre, d'un manuscrit qui aurait pu être écrit par. Bon, je perçois le mot entité ou personne qui est à la conception et à la base de ce fameux manuscrit de Voynich. D'accord. Ok, Léonard de Vinci et Nostradamus, ce sont vraiment les deux personnages que je vois, qu'on m'envoie, les images que je reçois, que je perçois. C'est ces deux personnages. D'accord. Et enfin, la dernière petite question, c'est qu'on découvre au travers de ce manuscrit, si on découvre au fur et à mesure des pages et des pages et des pages, on a découvert qu'après des études assez poussées et assez définies, qu'il y aurait eu des plantes qui n'existent pas, en fait, qui n'existent pas sur notre planète. Des plantes, elles y sont représentées, mais elles n'existent pas en nature. Mais elles sont plausibles sur un point de vue botanique. Pourquoi? C'est encore une chose de camoufler, de cacher ça? Mais c'est des plantes sous-marines. Elles ne sont pas cachées, elles sont dans l'eau. D'accord. Je les vois très bien. D'accord. Elles ressemblent à... Le mot qui me vient, c'est anémone. Les anémones seraient des dérivés de ces plantes et ces plantes sont dans le fond des océans. D'accord. Voilà l'information que je reçois. Ok. Bon, très très bien. Bon, est-ce qu'il y a d'autres choses? On a été assez nourris en termes d'informations. On n'a pas tout à fait respecté les quelques questions du protocole. Le pays, tout à l'heure il y avait la Grèce, mais celui qui revient en boucle, c'est l'Italie.
C'est Venise, c'est, vous savez, ces masques très noirs avec des longs becs. Je sais pas comment ils s'appellent, je les vois. C'est comme si il y avait toute une assemblée de personnes avec ces masques. C'est comme si tous ces gens étaient cachés Mm. et qu'ils essayaient de traduire d'autres manuscrits, d'autres. C'est comme s'il y avait une bibliothèque, comme s'ils avaient Mm. trouvé plein de manuscrits et, et qu'ils essayaient de décoder tout ça sans connaître le mot de passe, la clé. Mhm. D'accord. Et la Et dans, clé est dans le manuscrit. d'accord. Et dans ce manuscrit, d'accord, d'ailleurs, on voit des constellations qui sont représentées. Et la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi elles sont visibles uniquement avec des télescopes du XVIIIe siècle, puisque à cette époque-là, on découvrait ces constellations-là, mais à l'époque, on les voyait avec. Mais aujourd'hui, on les voit pas. Ils ne sont pas représentés. Parce qu'il y a un écran de fumée devant. Mhm. C'est comme si on nous bloquait la vue de certaines choses. Mhm. Mais elles sont là. D'accord. Et on peut imaginer, j'entends carte du ciel, Mhm. vraie carte du ciel. Et quel était l'autre dieu qui était à côté de Zeus tout à l'heure? L'apparence qu'il a bien voulu me montrer était Neptune, D'accord. d'où le rapport avec l'océan. Qui est le supérieur, Neptune ou Zeus? Non, c'est Zeus. Si c'est vraiment son nom, c'est sous cette Hmm. apparence que je l'ai perçu. D'accord. Ok. On ira une prochaine fois l'interpeller. Et, Et- je vais juste comment dire. Quand je lui ai demandé s'il était vraiment Zeus, quand je lui ai demandé si je pouvais lui parler, il a répondu oui. Et quand je lui ai dit vous êtes bien lui, il m'a répondu je suis la matière. D'accord. Voilà. Il n'y a pas d'autre, j'ai pas d'autres détails, mais l'image que j'en garde en mémoire, c'est comme une acropole, c'est le mot qui me vient, avec un grand trône et cette représentation de Zeus assis sur son trône et qui surveille les humains en riant, de leur malheur, de leur perception des choses, alors que c'est si simple. Son truc, c'est de dire que c'est très très simple et qu'on va chercher compliqué où c'est simple. Ok. Et c'est pour ça qu'on voit pas. D'accord. Ça voudrait dire quoi? Ça veut dire que l'humanité Est aveugle. est aveugle. Parce Qu'est-ce que ça veut que, dire? on est préoccupé par notre vie, notre travail, et qu'on en oublie le principal. Quand on retrouvera les valeurs, de vraies valeurs, on trouvera la clé de tous ces manuscrits qui sont disséminés un peu partout. C'est quoi la vraie valeur? La valeur de l'humanité, Mhm. des valeurs de partage. Vous croyez que l'humanité est prête? Bien sûr que non. C'est pour ça qu'ils ne trouvent pas la clé. Alors c'est difficile après on va arrêter, mais c'est difficile sur une échelle temps. Mais sur un plan terrestre, Oui. si on imagine que l'humanité puisse rentrer dans un état de partage, d'amour, de plénitude, ça s'évalue sur une fourchette de temps de combien? Ils ont failli réussir en 68. Mhm. Ce côté love and peace, ce côté euh, très nature aurait pu aboutir s'ils ne s'étaient pas embrumé l'esprit avec ce qu'on leur a mis sur leur chemin, comme les drogues douces. Les, les objecteurs de conscience sont des gens qui auraient pu trouver la clé. Sauf qu'ils se sont laissés embarquer dans la vie facile et dans les critiques ou négatives. D'accord. Bon, ça veut dire qu'il y a encore du boulot.
Aujourd'hui, les âmes commencent à s'éveiller, mais on ne leur facilite pas la tâche. C'est un Éden à atteindre et ils doivent persévérer pour l'atteindre. Éden étant une idée, comment je pourrais vous dire, étant votre idée du paradis terrestre. D'accord. Et l'émergence des médecines alternatives, douces, appelez ça comme vous voulez, amène à Bien sûr, une modification. bien sûr. Une révolution est inévitable. Un changement pour un Bien sûr, changement. tout à fait. Certaines âmes sont en train de s'éveiller. Et le rôle de ces âmes est d'informer, d'accompagner. Et le mot que je reçois, c'est professeur d'humanité, éveilleur de conscience. Okay. Le rôle de ces médecines alternatives, c'est d'apprendre aux gens à vivre autrement, de comprendre les choses autrement et de retrouver des valeurs qui soient plus en adéquation avec les valeurs d'il y a quelques années où le numérique, l'argent n'avait pas autant d'importance qu'il en a aujourd'hui. Voilà ce que je perçois. Très bien. OK. On resterait des heures avec vous à vous entendre et à entendre votre conscience supérieure, ou en tout cas celle qui nous amène toutes ces informations. Merci encore. Dans quelques instants, vous allez réinvestir votre corps avec tout ce que ça comprend, c'est-à-dire l'alignement de vos chakras sur les bonnes fréquences, celles qui font qu'on se sent mieux au réveil, et puis avec aussi cette conscience d'un travail accompli et d'avoir réussi à avoir répondu à ce sujet sur lequel nous nous sommes lancés, qui n'était pas facile puisque vous ne le connaissiez pas, qui va vous permettre en tout cas de faire un petit débrief derrière et de vous permettre d'écouter ultérieurement avec tous ceux qui nous suivent le travail et les informations que vous avez ramenées lors de cette 61e investigation. Et pendant que vous remontez tranquillement, c'est comme si je vous laissais suffisamment de temps pour vous rééquilibrer, comme nous avons l'habitude de travailler ensemble. Donc vous faites le nécessaire, prenez votre temps. Et dans quelques instants, je compterai jusqu'à 3, et seulement quand vous serez prête. Et vous pourrez revenir ici avec une pêche incroyable et le plaisir de discuter à nouveau avec vous. Avec le 1, c'est une belle énergie qui monte de plus en plus, qui traverse tout votre corps, qui passe tout au long de votre corps, qui fait du bien, qui remonte le long de la colonne vertébrale. Voilà, qui aligne tout ça. Remonte le long du cervical, avec le 2 jusqu'au sommet du crâne, tout en réinvestissant la moindre particule de votre corps. On se déconnecte de tous et de tout, maintenant. Et dans quelques instants, avec le 3, vous pouvez ouvrir les yeux, maintenant. Génial. Bon, c'était une belle investigation. Vous aviez entendu parler déjà du manuscrit de ce monsieur ou pas du tout? Je sais même pas qui c'est. Voynich, non? Non, franchement, je sais pas qui c'est. D'accord, c'est un monsieur qui avait racheté ce manuscrit au Vatican, de mémoire, sauf erreur, et puis, et en fait, il a cherché à traduire tout ça. À l'époque, c'était important parce que c'était une écriture, et ça reste une écriture incompréhensible, Alors, indéchiffrable, où tout le monde a essayé de déchiffrer, etc. Et on cherche encore à décrire et à déchiffrer cette langue, en fait, qui n'en est pas une, qui est un mix. Alors, on a tout dit, hein, c'est un mix entre... Voilà, on a caché des langues à l'intérieur des langues qui cachent des langues, etc. Donc, et il y a des informations à l'intérieur qui nous laissent à penser qu'aujourd'hui, il y aurait peut-être une issue pour décrire et traduire effectivement ce livre. Mais, selon les dernières informations, je crois que c'est un Allemand qui se serait aventuré, qui aurait peut-être compris qu'il y avait un latin moderne, mais bon, pour l'instant, on n'en sait pas plus. Voilà, donc on laisse tout le monde
libres de penser ce qu'ils veulent, de faire leurs recherches, allez voir vos informations, faites vos enquêtes, vos investigations vous-même, et vous allez voir que c'est assez intéressant. Vous pourrez comparer aussi les dires de Patricia, ce que vous avez pu entendre et ce que cette conscience a pu vous dire, ce fameux Zeus-là, qui avait l'air pas trop méchant. J'ai pas trop voulu l'interpeller, mais il nous a donné des infos intéressantes. Il était comment, selon vos apparences? Bah, vraiment comme, je sais pas comment vous dire, vraiment comme dans les livres d'histoire, sur un espèce de grand trône, je l'ai vu, enfin je l'ai vu, l'impression que ma conscience m'a donnée, c'est de voir quelqu'un de très, très grand, je dirais, je sais pas, au moins 3 mètres. Ça paraît bête, hein, juste avec un espèce de paréo, gris, et c'est marrant parce que j'ai ramené, j'ai la main, complètement engourdie depuis que vous m'avez ramenée. Et est-ce que ce monsieur-là, Voynich, machin là, il avait pas un problème de main gauche? Je dois l'avoir au téléphone. Je Bah, pensez à l'appelle. lui poser la question. Je dois l'avoir là, Non, juste. Je vais c'est l'appeler. d'accord, Dès que je vous vous ai me quitté, tiendrez, oui, oui, d'accord. je Vous me l'appelle. tiendrez au courant? Oui, oui, C'est super, c'est pas très de problème. gentil. Bon, Parfait. merci encore une fois, Patricia, De pour ce rien. travail et votre disponibilité. Merci à tous ceux qui nous suivent. C'était la 61e investigation sur ce thème, voilà, de ça. Alors, vous allez le voir après, hein, c'était ce fameux, je ne sais pas si on voit, ah ben non, on ne le voit pas. En fait, c'est sur ce manuscrit de Voynich. Et ce n'était pas évident au départ, mais à la fin, ben, c'est toujours très, très intéressant quand on pousse un petit peu. Désolé pour l'académie, je suis sorti un petit peu du sujet, mais je ne pouvais pas faire autrement. Voilà, à très vite. Merci Patricia. Et Merci puis, Fabrice. rendez-vous à la 62e. Merci, au revoir. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso.
ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro.
ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni, perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente
se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché poi non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia
nella Chiesa Cattolica. Ecco, se già restringiamo il campo d'azione, è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.